qu'est-ce qui fait un bon film? Et plus précisément, qu'est-ce qui fait un bon film pour Disney? Est-ce que ce sont ses résultats au box-office, sa capacité à générer des suites, ou peut-être son potentiel à marquer une génération entière? Prenons un exemple que tout le monde connaît, La Reine des Neiges. Sorti en 2013, le film devient immédiatement le plus gros succès au box-office chez Disney, dépassant le $1 milliard et entraînant avec lui une génération entière dans une musique qui aura traumatisé un nombre incalculable de parents. Que je ne passerai pas en extrait par respect pour vous. La fête est terminée, refermez les portes. Quoi? Donnera lieu à une suite 6 ans plus tard qui se permettra même de dépasser le premier volet en termes de box-office. Quoi? Et pour finir, histoire de bien comprendre de quoi on parle, l'année dernière, on estimait le chiffre d'affaires généré par les produits dérivés du premier film autour des 7,7 milliards de dollars, et ceux du deuxième film autour des 6,5 milliards. Une chose est sûre, pour Disney, La Reine des Neiges, c'était un bon film. Maintenant, parlons d'un autre film, beaucoup plus simple. Lilo et Stitch. Le film, sorti en 2002, dans une période qu'on pourrait qualifier de compliquée pour les studios d'animation Disney, finira sa course avec un honorable mais léger $280 millions au box-office. À titre de comparaison, il fera moins bien que Chicken Little, dont il semblerait que tout le monde ait décidé d'oublier l'existence, et ses $315 millions au box-office. Papa, c'était pas ma faute. Ok, ça va, C'est toujours elle qui... c'est fini. T'as pas expliqué quoi que ce soit. Si le film a été un succès financier pour Disney, dans l'une des périodes les plus mouvementées de son existence, et qu'on peut sans problème le qualifier de bon film, vraiment regardez Lilo et Stitch, c'est vraiment très bien, Disney l'a vite renvoyé dans ses cartons avec quelques suites, directement en DVD, aux côtés de Aladdin 2 et du Roi Lion 3, et d'une série Disney Channel jusqu'en 2006, histoire de boucher les trous entre Phénomène Raven et La vie de palace de Zack et Cody. Ne bouge surtout pas quand on fait peur aux pigeons. Ils ont parfois des réactions dégoulinantes. On est tout de même loin, très loin de l'impact qu'a pu avoir La Reine des Neiges il y a 10 ans, ou même Le Roi Lion il y a 30 ans. Mais alors pourquoi ? Pourquoi Stitch est absolument partout depuis l'année dernière? Vêtements, jouets, peluches, cartables, même la fête foraine proche de chez moi, tous les cadeaux, outre les fausses PlayStation 5 à gagner, étaient des peluches Stitch. Parce que moi je suis pas vraiment forain en fait. Vous allez croire que je suis peut-être fou, mais je vous en prie, demandez à vos enfants de vos frères et sœurs, de vos cousins, de vos amis, de vos collègues, même ceux que vous aimez pas. Stitch est absolument partout. Maintenant, si vous avez bien suivi ma logique, il nous manque encore une donnée pour aller au bout de notre comparaison de départ. Les produits dérivés. Ok, vous allez voir, c'est assez marrant. Savez-vous combien le film Lilo et Stitch a généré en produits dérivés depuis sa sortie? Alors pour vous donner une idée, absolument tous les films sortis dans les années 2000, plus précisément dans cette période de transition, ont généré entre 100 et 500 millions de dollars en produits dérivés. Et oui, même Chicken Little. Pour vous donner une encore meilleure idée du sujet, prenons d'autres gros films issus des studios comme point de comparaison. Réponse, le film qui a sorti les studios Disney de leur torpeur en 2010, c'est 2 milliards de dollars en produits dérivés. Salut. La Petite Sirène, c'est 4 milliards. Un zirgonflex. Aladdin, 6,2 milliards. T'as moins de centimètres que mon dernier maître. Et Lilo et Stitch, Lilo et Stitch, c'est environ 7,1 milliards de dollars de produits dérivés. Vous avez bien entendu, c'est plus que La Reine des Neiges 2. Quoi? En 2002, moi j'avais 8 ans, et savoir que ce film très sympathique mais plutôt anecdotique que j'avais découvert dans mon vidéo futur est aujourd'hui la 5e plus grosse licence des studios Disney, en termes de produits dérivés, à peu près au même niveau que La Reine des Neiges, moi ça me turlupine. Alors bien sûr, les petits malins vont me hurler au visage que le film live action sort dans quelques semaines, et qu'il y a sûrement un rapport connaissant nos chers amis de chez Disney. Mais vous vous doutez bien que je me serais pas fait à faire cette vidéo si c'était le cas. Je vous propose donc plutôt une autre approche, une approche bien plus intéressante, où je vais non seulement essayer de vous prouver le contraire, mais par la même occasion vous raconter une version de Disney que vous ne connaissez sûrement pas. Et quand j'y pense, ça fait tout de même beaucoup de boulot pour répondre à une question aussi débile que... Ok, Lilo et Stitch est le 42e classique d'animation des studios Disney, sorti en 2002 et réalisé par Dean DeBlois et Chris Sanders, deux scénaristes / réalisateurs / producteurs / acteurs / animateurs et / storyboarders, parce que ça faisait pas assez j'imagine, qui se feront remarquer aussi quelques années plus tard pour un tout petit film d'animation qu'ils réaliseront pour les studios DreamWorks, Dragon. Les deux compères auront travaillé sur des films comme Mulan, L'Atlantide, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion et tout simplement Dragon 2 et Dragon 3. Le film, Lilo et Stitch, raconte l'histoire d'une expérience scientifique alien, l'expérience 626, aka Stitch une fois sorti de la SPA. Quoi cette chose? Un
chien, je crois. Mais il était mort ce matin. qui s'écrase sur Terre après avoir fui une confédération intergalactique. Il y rencontre Lilo, une jeune fille très Est-ce que vous auriez déjà tué quelqu'un? curieuse, qui a la fâcheuse tendance à mettre des grosses droites à ses camarades de danse. Le film sortira pendant l'une des pires périodes des studios Disney, qu'on va appeler la période de transition. Laisse-moi deviner, on est sur le point de franchir une énorme chute d'eau. Ouais. Rocher pointu à la réception. Il y a des chances. C'est parti. Souvent décriée, elle marque la transition entre la fin du deuxième âge d'or pour Disney, avec des films comme Le Roi Lion, Aladdin ou Mulan, et la période du renouveau avec Réponse en 2010. Cela reste pourtant, selon moi, une des périodes les plus intéressantes des studios, car si elle marque en effet le moment où Disney se prend gifle sur gifle par l'animation 3D des studios Pixar avec Toy Story, mais surtout DreamWorks avec Shrek, il s'agit aussi d'une des périodes où les films tentent le plus de proposer des histoires et des concepts originaux. Alors, avec plus ou moins de succès, hein, mais au moins ils essayent. Et moi, t'as vu, j'ai construit un pont. Qu'est-ce que ça m'a pris? Quoi? 10 secondes. 11 à tout péter. Ce qui marque donc cette période pour les studios Disney, ce sont moins les succès au box-office, parce qu'en fait tous les films rentrent dans leur budget, que l'explosion des coûts de production par rapport à ces mêmes succès. Ça peut paraître anecdotique, mais ça fait beaucoup de pognon. Ainsi, le deuxième âge d'or était composé de 10 films, pour un coût de production total aux environs de 500 millions de dollars. Les films engrangeront environ 4 milliards de dollars au box-office. La période de transition, dont Stitch fait partie, sera composée, elle, de 12 films, pour un coût de production aux environs de 830 millions de dollars. Et seulement, alors, je dis seulement avec des pincettes, hein, parce que si j'avais ça sur mon compte en banque, je serais sûrement pas devant vous en train de faire cette vidéo, un résultat final de 2,5 milliards de dollars au box-office. En clair, même en produisant 2 films de plus, les studios Disney divisent leur rentabilité par 2 sur cette période. C'est fâcheux. Mais c'est aussi pour ça que Lilo et Stitch aura une place particulière à ce moment pour Disney, car il réussira à être le deuxième film le plus rentable sur cette période de transition, loin devant l'Atlantide et Cusco, hein, les 2 années précédentes, et très loin devant le four qu'a été La Planète au Trésor l'année suivante. Alors pour l'anecdote, comme on l'a vu au début, Chicken Little, sorti en 2005, fera non seulement un meilleur box-office que Lilo et Stitch, mais en plus coûtera beaucoup moins cher, faisant de lui le film le plus rentable de cette période. Mais bon, étrangement, hein, tout le monde s'en fout toujours de Chicken Little. Papa, c'était pas ma faute. Ok, ça va, C'est toujours elle qui... C'est fini. T'as pas expliqué quoi que ce soit. Ce qui rend le film Lilo et Stitch encore plus particulier par rapport à son époque, c'est sa production. Chris Sanders était essoré par la production de Mulan. Alors, quand quelques années plus tard, il voit que le succès des films, il est plus spécialement au rendez-vous, il décide de proposer à la direction de Disney un film plus intimiste et moins coûteux qu'à l'accoutumée, avec comme exemple en tête la production du film Dumbo. Pourquoi Dumbo ? Parce que Dumbo, c'est l'un des premiers films à voir son budget fortement réduit à cause des échecs successifs de ses prédécesseurs. Et, fait assez intéressant, le film sera en grande partie produit pendant l'absence de Walt Disney, alors en pleine tournée sud-américaine pour faire de la bonne vieille propagande pour son pays, mais surtout pour échapper à la grève d'une partie de ses animateurs la même année. Pour autant, le film, Dumbo, sera un succès au box-office, permettant à Disney de renflouer un peu les caisses. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que si Dumbo a été produit sans le regard de Walt Disney, Lilo et Stitch, c'est un film qui a été produit quasiment entièrement sans le regard du PDG de l'époque, Michael Eisner. En grande partie parce que Chris Sanders détestait sa façon de critiquer les films pendant les projections tests. Pendant une des projections tests, pour vous donner un ordre d'idée, de Mulan plus précisément, sur lequel travaillait Chris, il aurait dit en voyant cette scène « Mulan. Père, je t'apporte l'épée de Shan Yu. » Et je cite, c'est la citation. C'est qui ce mec sur le banc ? Alors, coup du sort pour Chris Sanders, malgré la faiblesse du budget du film, ainsi que du budget marketing, Lilo et Stitch aura lui aussi un succès. Donc vraiment, coup de bol quoi. En clair, au même titre qu'un Dumbo des années auparavant, Lilo et Stitch fut produit presque exclusivement par les artistes qui travaillaient sur le projet. Et si je vous parle de tout ça, c'est pour une bonne raison. Lilo et Stitch est un film, que dis-je, une proposition purement artistique. Ce contexte, il est important car il élimine d'office une réponse à la question principale de cette vidéo. Non, Stitch n'a pas été pensé pour vendre des peluches. Lilo et Stitch a été pensé pour ce qu'il est, un projet simple mais aussi très indépendant des artistes en interne chez Disney. La première question qu'on peut donc se poser, après avoir vu ce contexte, elle est assez simple. Est-ce que Lilo et Stitch est revenu en force ces dernières années, ou est-ce que je serais pas en pleine illusion de fréquence, et juste que j'ai jamais remarqué sa présence depuis la fin de la série en 2006 ?
Cette question, elle est importante, car elle permet déjà de situer le contexte. En faisant quelques recherches, on remarque bien une interrogation similaire en 2024. Malheureusement, on la remarque aussi en 2018, en 2014 et même en 2006 via ce forum obscur de fans de Disney, vraiment une époque particulière. Mais heureusement, encore une fois, Lilo et Stitch est sorti en 2002. Et depuis, on a un super outil qui s'appelle Google Trends. Et en effet, si on tape Lilo et Stitch, on peut voir une évolution progressive dans les recherches après 2022. Super. Bon, je suis pas si fou que ça finalement. Pour autant, cette augmentation, c'est un constat, c'est pas une explication. Si le film live action doit sortir d'ici quelques semaines, c'est pas suffisant pour expliquer ce constat. Pour vous donner un ordre d'idée, la production du film a réellement démarré en 2024. Mais surtout, parce que pendant mes nombreuses heures de recherche, c'est bien le silence radio qui règne chez Disney, au sujet de la franchise Lilo et Stitch. Je me suis amusé, c'était aussi drôle que d'éplucher 1 kilo de patates avec une cuillère, à lire les rapports financiers de l'entreprise de ces 15 dernières années. Et si on peut à chaque fois trouver une mention à tout leur succès du moment, on n'y trouve rien sur Lilo et Stitch avant 2023. Parce qu'en effet, au bout d'un moment, je suis tombé sur cet article du média LSA Conso, où on peut y lire le commentaire de Alice Hanna, directeur France, Retail et Marketing de Disney Consumer Product. C'est la branche de Disney qui s'occupe des produits dérivés. Et vous allez le voir, on va vite revenir là-dessus. En clair, si depuis 2023 chez Disney, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette licence, il semblerait qu'il faille plus se tourner du côté des enseignes de vêtements, comme Primark ou Undies, qui ont commencé à vendre des produits dérivés Lilo et Stitch à fond en 2022. Alors, si les interviews de ce type sont toujours à prendre avec des pincettes, parce que c'est des marketeurs, elles nous donnent un indice assez fort sur la raison du pourquoi du comment du schmilblick. Est-ce que c'est l'œuvre Lilo et Stitch qui est revenue en force, ou les produits dérivés de cet univers qui sont revenus en force ? Et en effet, si on s'amuse encore une fois avec Google Trends, on peut voir une chose, et une chose assez décevante, c'est que finalement, comparativement aux autres Disney de l'époque, Lilo et Stitch est pas spécialement recherché. Bon, alors c'est toujours plus recherché que ce pauvre Chicken Little, qui n'aura définitivement marqué personne. Et vous allez peut-être rigoler, mais depuis le début de la vidéo, moi je tape Lilo et Stitch, parce que dans ma tête d'enfant, ayant découvert le film à sa sortie, j'associe les deux personnages, Lilo et Stitch. Mais Lilo, on la voit jamais en fait. Regardez, si je vais sur le site de Primark, je cherche les articles en lien avec cet univers, et il y a que Stitch et Angèle, mais ça pareil, on reviendra là-dessus après. Peut-être que les enfants, en fait, ils s'en foutent complet de Lilo. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si je tape juste Stitch ? Ah, oula, oh là, ça monte, En fait, quand on y réfléchit bien, tout le monde s'en fout du film. Parce que si on reprend les propos d'Alice Hanna, on comprend beaucoup mieux la fin de son interview. C'est pas du tout Disney qui a relancé la franchise Stitch. Pour mieux comprendre ce dernier point, il faut que j'aborde deux autres points. Ça fait des sous-points, c'est une pyramide de points. Le premier, il est assez simple, et il va me servir de conclusion à tout ce qu'on a vu avant. Un film n'est pas une peluche. En marketing, et même si on a tendance à l'oublier, si plusieurs produits peuvent être vendus par la même marque, il faut considérer par nature qu'il s'agit de deux produits aux attentes et aux besoins complètement différents. Et si ça peut vous sembler être du bon sens, sachez que ça l'est pas vraiment. Prenons par exemple cette image. Cette image, qui date de 1957 et qui a été produite par la direction de Disney à l'époque, représente ce qu'on appelle en marketing une flywheel. Alors, c'est une sorte de boucle de renforcement positif où, dans le cas de Disney, la production de films au centre va ensuite irriguer les autres activités de l'entreprise qui en dérivent, comme les parcs d'attractions, les produits dérivés, la télévision ou bien à l'époque, la bande dessinée. Pour résumer, on considère indirectement que si un film est bien reçu, il sera aussi bien reçu dans toutes ses variantes. Et la machine à pognon va pouvoir s'activer. Sauf que cette vision du produit est, on le sait aujourd'hui, partiellement fausse. Pourquoi ? Parce qu'un film, encore une fois, ce n'est pas une peluche. Et si le succès d'un film est déjà très variable, puisque l'industrie du cinéma repose en grande partie sur un pari, le pari qui fait qu'on ne sait jamais si ça va marcher ou pas, les autres produits dérivés, même si ayant un lien avec le produit de base, ne sont pas exempts de cette logique. Et donc avoir un film qui fonctionne au box-office, ça le rend pas obligatoirement intéressant à dériver. Et donc par extension, un film qui se foire au box-office peut donner d'excellents résultats sur un autre format. Chez Disney, des exemples comme ça, on en retrouve à l'appel. Disney arrête les frais et stoppe toute future itération de la franchise Disney Infinity. Dans le cas de Lilo et Stitch, c'est encore plus frappant, car si le film a été un succès sans plus au box-office, il ne reste aujourd'hui de la licence que deux personnages, Stitch et Angel. Angel qui provient, elle, de la série télé Lilo et Stitch, qui échouera pathétiquement à surfer sur, si je peux le dire comme ça, la vague Pokémon, en proposant différentes expériences outre que Stitch et Angel. Vous l'aurez donc compris,
il ne reste rien du film aujourd'hui, puisque la petite Lilo, elle, regarde tout ce spectacle depuis la plage où personne ne veut d'elle. Et cette incertitude au succès, il y a plein de façons d'y répondre en marketing. Et l'une des plus simples, c'est le principe de la vache à lait. Alors, pour ce deuxième point, on va commencer par une phrase simple. Vous ne savez pas comment fonctionne l'entreprise Walt Disney Company. Mais genre, vraiment pas. Alors, peut-être que si, peut-être que vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais s'il vous plaît, coupez pas la vidéo, parce qu'en fait, j'en ai besoin pour la suite de ma logique. Bref, on part du principe que vous savez pas. En général, les analyses de l'entreprise Disney ne se concentrent que sur la production de contenu, donc des films. C'était déjà le cas avant, c'est encore le cas aujourd'hui. Si les films chez Disney vont mal, l'entreprise va mal. C'est un peu cette idée qui justifie les différentes périodes qu'on a vues au tout début de la vidéo, avec ce principe d'âge d'or, de période de transition, et j'en passe. En gros, je veux dire par là que si les films d'animation Disney n'intéressent plus les spectateurs, tu peux faire des manèges et des bateaux, ça va quand même finir par s'écrouler. Au début de la vidéo, je vous ai par exemple parlé du fait que Lilo et Stitch étaient sortis pendant l'une des pires périodes des studios Disney, ce qui n'est pas spécialement faux. Et vous vous êtes peut-être dit que si c'était une mauvaise période pour les studios, en fait je parlais de l'entreprise au global. Maintenant, si je vous disais que cette période était au contraire le début d'une des meilleures périodes pour l'entreprise, vous me diriez quoi ? Vous me direz rien, parce que c'est une vidéo et que vous m'écoutez parler. Ok, prenons cette image. Premièrement, il est important de comprendre que l'entreprise Walt Disney Company, c'est un bordel sans nom de réorganisation à peu près tous les 10 ans. Des filiales apparaissent, fusionnent, sont absorbées par d'autres, bref, c'est un vrai jeu de chaises musicales, sauf que on s'amuse pas. J'ai exactement le même problème avec la choucroute. Actuellement, l'entreprise, elle est divisée en 3 grandes branches. Entertainment, Sports and Experiences. Et vous remarquerez la qualité de mon accent anglais. La première, Entertainment, elle englobe 3 choses. La première section, c'est ce qu'ils appellent le Linear Networks, donc en gros ça représente toutes les chaînes câblées détenues par Disney, parce que oui, Disney depuis 97, c'est l'un des 4 plus gros réseaux de chaînes câblées aux États-Unis avec ABC. La deuxième section, c'est le Direct to Consumer, qui représente leurs 2 plateformes de streaming, Disney+ et Hulu. Et enfin, la dernière section, qui s'appelle Content Sales Licensing, c'est celle qui comprend les films au cinéma, la distribution, toute la section DVD et Blu-ray, la musique, la distribution de la musique, les shows live, les shows à Broadway, la distribution de leur catalogue en VOD, SVOD ou chez d'autres diffuseurs. Et oui, vous l'aurez compris, cette toute petite section, ça fait quand même beaucoup de choses. La deuxième branche, sport, c'est celle qui englobe la chaîne câblée ESPN, donc un des plus grands diffuseurs de sport aux États-Unis. Et enfin, la branche expérience comprend les parcs d'attractions, mais aussi leur réseau de bateaux croisières, parce que oui, Disney c'est aussi des bateaux croisières, ainsi que la branche Consumer Product, chargée des produits dérivés. Ok. Déjà là, vous commencez peut-être à vous poser quelques questions, comme tout bêtement, ils ont combien d'activités en fait Disney ? Comme on dit, le diable s'habille en Prada et se cache dans les détails. Retournons sur les rapports financiers du groupe, parce que ce qui nous intéresse nous, c'est pas réellement le chiffre d'affaires, c'est la rentabilité. Si en marketing on peut utiliser pas mal de concepts pour analyser et classer les activités par rapport à leur rentabilité, la plus basique est celle de la vache à lait. En clair, quelles sont les activités qui ramènent le plus de grosses tunasses sans trop se fouler ? Alors je simplifie grandement, mais c'est pour garder la vidéo fluide. La première chose que l'on constate, c'est que Disney fait déjà bien la distinction entre les revenus domestiques, donc aux États-Unis, et à l'international. Et donc là, vous avez peut-être remarqué quelque chose, les revenus domestiques sont largement au-dessus des revenus internationaux. Ok, c'est cool. En regardant plus précisément un autre point, si Disney fait énormément de choses, et vraiment ils font vraiment beaucoup de choses, la rentabilité, elle est assez variable. Par exemple, si le streaming représente bien plus de 50% du chiffre d'affaires de toute la filiale Entertainment, il n'a rapporté en 2024 qu'un malheureux 143 millions de dollars, après en avoir perdu 2,4 milliards l'année d'avant. La section film, 7,7 milliards de chiffre d'affaires pour 328 millions de marge. Bref, quand on regarde au détail, on se rend très vite compte d'une chose, les vaches à lait, c'est pas celle qu'on s'imagine. Bon, j'ai fait exprès de prendre l'année 2024, qui était pas spécialement dingue, mais pour vous donner un ordre d'idée, la meilleure année de la section film, dont la production de films, c'était l'année 2018 avec 2 milliards de bénéfices, avec des succès comme Avengers Infinity War et surtout Black Panther, qui a été une petite surprise. Mais aussi, en vrai, en grande partie, parce qu'en 2018, non seulement on vendait encore beaucoup de Blu-ray, mais surtout, détail qui a son importance, en 2018, Disney n'avait pas Disney+. Et du coup, en 2018, Disney y brassait à fond grâce à leurs droits de diffusion sur toutes les autres plateformes de streaming. C'est des détails, mais des détails qui ont leur importance. L'idée ici est que vous compreniez une chose, les films ne sont pas des vaches à lait chez Disney. La première vache à lait chez Disney, c'est les parcs. Et plus précisément, les parcs aux États-Unis. Si cette information, elle n'est pas spécialement surprenante, elle m'a tout de même interloqué par le poids
qu'ont les parcs dans la croissance de l'entreprise. Les parcs Disney, aux États-Unis, sont d'immenses vaches à lait. Pour bien comprendre ça, il faut un peu remonter le temps en 55, à la création du premier parc Disneyland. En effet, s'il y a une chose à savoir sur la stratégie chez Disney, c'est qu'avant 55, la société n'était pas spécialement très stable financièrement. Et si c'est bien Walt Disney qui a eu un jour l'idée d'un parc d'attractions, un peu comme une envie pressante d'aller pisser, l'homme derrière ce succès reste avant tout un certain Joe Fowler, un ancien contre-amiral de la marine à la retraite, qui à la base a été embauché pour construire un bateau à aubes dans le parc, et qui finira par superviser l'entièreté de celui-ci, pour finir par le diriger pendant près de 10 ans. C'est un peu le Frankie de l'équipage de Walt Disney. Et si encore une fois vous regardez les comptes de l'entreprise, la première grosse croissance provient des parcs, pas des films. Ainsi, même après la mort de Walt Disney, et le soi-disant vide qu'il a laissé pendant les années qui ont suivi, l'entreprise, elle, a continué à grossir très régulièrement grâce aux nouveaux parcs. Anecdote intéressante, mais que vous connaissez peut-être, l'entreprise, elle avait pas un rond pour financer le premier parc. Elle se tourna alors vers un partenaire clé, la fraîchement née chaîne de télévision ABC, qui, en échange d'émissions où Walt Disney pouvait faire la promo de son parc, a accepté de financer une grande partie de celui-ci. Chaîne ABC qui sera ensuite rachetée par l'entreprise en 97 pour 12 milliards de dollars, poussée par un certain Michael Eisner. C'est la seconde vie de Disney et surtout la naissance de leur seconde vache à lait, la télévision, et plus particulièrement la chaîne de sport ESPN, qui encore une fois, on s'en rend pas très bien compte en France, mais a été et est encore aujourd'hui une pompe à fric monumentale chez Disney. Et juste sur l'année 2024, les deux combinés, la télé et le sport, c'est 6 milliards de bénéfices nets, soit plus d'un tiers des bénéfices de l'entreprise. Vous pouvez donc analyser les productions de films dans tous les sens, raconter des belles histoires autour des studios d'animation, ou crier à la fin prochaine de Disney à cause d'une mauvaise année au box-office, mais force est de constater que depuis 1955, on s'en fout un peu des films, dans le premier sens du terme. On peut donc se demander comment l'entreprise Disney Productions a fait pour survivre aussi longtemps de 1929 à 1955. Parce qu'une chose est sûre, les œuvres de Mickey ont jamais rapporté spécialement un centime à Disney, et si des succès comme Blanche-Neige ou Cendrillon ont pu renflouer les caisses à un moment donné, ces années, ils sont aussi marquées par de nombreux échecs au box-office. Pour répondre à cette question, il faut donc que je vous parle de la troisième vache à lait de Disney, une vache à lait qui existe depuis la création des studios et qui a toujours été dans l'ombre des productions, une vache à lait qui a permis de maintenir à flot l'entreprise malgré toutes les folies de Walt Disney, le licensing. Ok. Imaginez que vous avez un produit, une marque ou une œuvre de fiction vraiment bien. Je sais pas moi, par exemple Lilo et Stitch. Et vous vous dites que les gens aimeraient bien garder un petit bout de cette œuvre chez eux, que ce soit sous la forme d'un vêtement, une peluche, d'un jouet ou d'un mug. L'idée du licensing, ou licensing pour ceux qui parlent bien anglais, est donc de mettre à disposition votre propriété intellectuelle, ici Stitch, sous forme de licence, à des fabricants de vêtements, de peluches, de jouets, ce que vous voulez, pour l'adapter en produits dérivés. Et vous, dans l'équation, vous prenez une commission sur chaque vente. Il ne faut donc pas confondre le terme merchandising, en français, qui désigne uniquement la façon dont un produit est commercialisé, genre par exemple votre paquet de chips chez Carrefour, avec le terme merch, très utilisé aujourd'hui, mais qui signifie littéralement que les produits dérivés sont créés et vendus par l'entreprise en question, avec le licensing qui consiste simplement à laisser un fabricant ou un détaillant utiliser votre marque pour la poser sur un produit dérivé que vous n'avez ni fabriqué ni commercialisé. Parce que le licensing repose avant tout sur cette idée, des revenus garantis sans dépenser un seul centime, car la charge de production repose non pas sur l'entreprise qui fournit la licence, mais bien l'entreprise qui crée et distribue les produits dérivés. Alors les exemples que vous connaissez le mieux, c'est Michael Jordan pour le basket, Tiger Woods pour le golf ou alors des Tony Hawk pour le skateboard. Et c'est généralement là qu'on perd une bonne partie du public. Si Disney n'est pas un fabricant de produits dérivés, parce que c'est pas sa spécialité, pas vraiment non plus un studio de cinéma à proprement parler. La Walt Disney Company, c'est un fabricant de licences. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai découvert avec cette vidéo, c'est que le marché de la licence, c'est un marché certes de niche, plutôt inconnu du grand public, mais c'est un marché de niche qui pèse plusieurs centaines de milliards de dollars aujourd'hui, avec à sa tête comme leader incontesté depuis presque ses débuts, l'entreprise Disney. À elle seule, c'est plus de 60 milliards de dollars de produits dérivés vendus légalement, et je précise bien légalement, l'année dernière, issus de son catalogue de licences, comme Star Wars, Pixar ou Marvel par exemple. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, le deuxième acteur du secteur, il fait 3 fois moins que Disney. Alors attention, ce chiffre ne désigne pas ce que génère Disney, il désigne la valeur de tous les produits dérivés vendus par les entreprises qui utilisent des licences Disney pour vendre une paire de chaussettes, un jouet ou n'importe quoi. Ainsi, les 7 milliards de dollars générés par Stitch, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, ils font pas référence à ce qu'a gagné Disney. Ils font référence au marché secondaire des produits dérivés autour du personnage.
Disney, lui, empoche entre 5 et 15% de marge là-dessus. La fourchette elle est assez large, mais ça dépend des contrats qui sont négociés avec les fabricants et les revendeurs. Et ce qui est drôle avec le licensing, c'est que la plupart des médias semblent être totalement à l'ouest sur cette pratique de niche. Prenons Pokémon par exemple, on peut lire souvent que l'entreprise génère 10 milliards de revenus avec ses produits dérivés par an. C'est factuellement faux, parce qu'il semblerait que les personnes qui écrivent ces articles soient jamais allées sur Wikipédia pour regarder le chiffre d'affaires de la Pokémon Company qui détient ces droits de licence, qui s'élève à 1,9 milliard de dollars. Vous l'aurez compris, ce sont bien les produits dérivés Pokémon distribués par d'autres fabricants qui génèrent 10 milliards de dollars par an. Quand The Pokémon Company, donc l'entreprise qui détient les droits, elle touche une commission sur chacun de ses produits. Et si Pokémon est par exemple bien la licence qui a généré le plus de revenus en produits dérivés, dans cet écosystème, The Pokémon Company, des licences, ils en ont pas beaucoup. Là où Disney, ils en possèdent des milliers. Parce que dans un marché de licences, il vous faut principalement deux choses. Des licences, beaucoup de licences que vous pouvez fabriquer ou ces dernières années pour Disney que vous pouvez acheter, et de très 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 bons avocats. Parce que si le licensing peut sembler être un détail, chez Disney, c'est globalement un des moments fondateurs de l'entreprise, avec Walt Disney et son acolyte de l'époque qui, en 1927, créait le dessin animé Oswald le lapin chanceux pour les studios Universal, et qui après avoir essayé de renégocier le prix de production d'un film, alors pour le détail, c'était 2000 $ le film, voilà, il voulait 2500 $, et on lui a dit d'aller se faire foutre. Bref, Walt Disney s'est rendu compte de quelque chose d'assez gênant pour mener à bien sa négociation. En fait, il avait pas les droits. Il avait signé un contrat qui ne lui donnait aucun droit sur la propriété intellectuelle de Oswald. Un peu con quand même. Dégoûté, il alla donc créer son propre personnage, calqué sur celui d'Oswald, Mickey Mouse. Et bien sûr, cette fois-ci, il a pensé à déposer la propriété auprès d'avocats, vous avez compris le délire. C'est cette première gifle que se prend Walt à l'époque, qui définira potentiellement toute la stratégie de propriété intellectuelle de l'entreprise pour les 100 prochaines années. Et si on continue à parler d'histoire, il y a un deuxième événement qui va être fondateur pour l'entreprise, l'arrivée d'un certain Kay Kamen. Parce que Kay, c'est un commercial qui vient de créer sa société de marketing spécialisée dans, je vous le donne dans le mille, le licensing. Un secteur très prometteur, qu'on vous dit, qui venait tout juste d'exploser avec le dernier succès en date, Winnie l'ourson. Alors à l'époque, qui appartenait pas à Disney. Bref, quelques années plus tard, en 32 exactement, Kay contacte Walt et son frère Roy et leur propose de gérer en exclusivité tous les droits de licence pour l'entreprise. Si l'histoire de leur rencontre elle est assez loufoque, il a surtout réussi à obtenir un contrat d'exclusivité sur les 20 prochaines années. Et globalement, pour vous donner un ordre d'idée, 2 ans plus tard, c'est 25 millions de dollars de produits dérivés avec la tronche de Mickey qui sont vendus chaque année par près d'une centaine d'entreprises complètement différentes. Et Disney, dans tout ça, il récupère entre 5 et 10% sans rien faire. Normalement, vous comprenez donc rapidement une chose essentielle concernant cette pratique. Si d'un côté, l'entreprise qui fournit la propriété intellectuelle est obligatoirement gagnante, le marché du licensing est aussi une aubaine pour les marques et les entreprises qui souhaitent s'associer avec, d'un point de vue marketing. Soit pour mieux vendre leurs propres produits, on peut citer par exemple l'horloger Waterbury Clock, au bord de la faillite en 1933, et dont le partenariat avec Disney se matérialisera sous la forme de cette montre Mickey, qui fera le succès de l'entreprise, qui lui permettra de renaître de ses cendres, soit tout bêtement pour gagner de l'argent en revendant les produits, comme cette entreprise en Espagne, Character Mania, qui a obtenu en Europe les droits de licence sur pas mal de produits Disney. Et presque 100 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Prenons une entreprise comme Lego, si de nombreux facteurs peuvent expliquer son regain d'intérêt depuis 2004, après avoir été au bord de la faillite, un des éléments essentiels de sa survie fut le licensing. Ainsi, aujourd'hui, c'est 60% des Lego vendus dans le monde qui proviennent de l'utilisation d'une licence. Et force est de constater que Disney, ils sont très forts pour attirer toutes sortes de fabricants et de détaillants. Regardez-moi cette page Wikipédia qui recense la plupart des contrats mis en place par la boîte, c'est gigantesque. Hasbro, Mattel, Gap, JCPenney, McDonald's, Danone, Evian, Kellogg's, Primark, j'en passe. On notera d'ailleurs des partenariats assez originaux, comme avec les sociétés sud-américaines Camposol et Intercorp pour distribuer leurs avocats. Et oui, parce qu'on utilise les marques Disney pour vendre des avocats en Chine. Bref, le licensing est toujours très actif chez Disney. Il s'agit donc du pôle Consumer Product dont on a parlé juste avant, inclus dans la même filiale que les parcs d'attractions. Sauf qu'aujourd'hui, le licensing c'est 2,5 milliards de marge nette pour Disney, pour un chiffre d'affaires aux alentours de 5 milliards chaque année. Ce qui, vous l'aurez compris, pour l'année 2024 représente presque 10 fois la rentabilité de tout le pôle film. Pour autant, le licensing c'est avant tout un partenariat.
Un système de partenariat présent depuis les débuts de l'entreprise, avec ses hauts et ses bas certes, mais qui a su la maintenir à flot. Et surtout, point peut-être le plus important, qui augmente ses chances de fonctionner, non pas par le fait d'avoir des licences fortes, parce que cette question elle est finalement assez aléatoire, comme on l'a vu au début, mais par la capacité de l'entreprise à en détenir non seulement beaucoup, mais de les exploiter longtemps. D'où l'impact de Disney et de son intense lobbying sur les lois liées à la propriété intellectuelle depuis 100 ans, au point même de surnommer la dernière en date, de 1990, The Mickey Mouse Protection Act. Parce que comme on l'a vu avec la première version de Mickey dernièrement, qui tombait dans le domaine public, relancer une suite ou une version live action n'étend pas les droits de l'œuvre de base. Ils ne font que créer une nouvelle licence, légèrement différente de celle-ci, pour encore mieux l'exploiter. Parce qu'encore une fois, un bon film, ça fait pas obligatoirement des bons produits dérivés. Pour ce point-là, il y a 3 exemples très intéressants chez Disney. Le premier, c'est Pocahontas. À l'époque, on parle d'un des cas de licensing les plus importants jamais vus, avec, je cite, Burger King qui, grosso modo, se transforme en publicité géante pour le film en donnant gratuitement environ 50 millions de figurines Pocahontas. Et Mattel qui commercialise plus de 50 jouets et poupées différentes avant la sortie du film. Résultat des courses, seulement 500 millions de dollars en produits dérivés vendus à travers le monde. Un autre exemple chez Disney de licensing réfléchi mais raté, Hercule. Sorti 2 ans plus tard, en 97, même technique, on inonde le marché avant la sortie du film et on se paye même le luxe d'ajouter une séquence entière d'autopromotion dans le film pour distiller assez maladroitement l'idée d'acheter des produits dérivés du film. Résultat des courses, 600 millions de dollars seulement en produits dérivés. Si ces chiffres restent tout de même énormes, c'est le fond du panier chez Disney, encore bien loin des 7 milliards de Stitch. Mais surtout, et c'est peut-être le plus écrasant, la situation inverse est aussi tout à fait possible. Comme on l'a vu plus tôt, quand Winnie l'ourson passe du côté de chez Disney, c'est avant tout pour exploiter la licence via les produits dérivés. En 1961, Walt Disney abandonne même l'idée d'en faire un long métrage, parce que pour lui, c'est pas spécialement très intéressant. Après sa mort, les studios, en manque d'inspiration, feront 3 moyens métrages avec la licence Winnie l'ourson. Ils réuniront en un seul film, qui sortira en 1977, en pleine période de transition pour Disney. Le film réalisera seulement 50 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est clairement pas fou pour l'époque, et qui confirme ce que Disney avait pensé quelques années plus tôt, que le film allait pas fonctionner. Mais est-ce que vous savez, il s'est vendu pour combien de produits dérivés de cette version du film ? Il s'est vendu pour 31 milliards de dollars de produits dérivés, faisant de Winnie l'ourson, la version de 1977, le plus gros produit dérivé chez Disney. Juste pour comparer, ça représente à peu près autant que Le Roi Lion et les 2 films La Reine des Neiges. Encore plus intéressant, Stitch, en tant que produit dérivé, semble avoir été propulsé sur le devant de la scène, non pas par le jouet ou la peluche, comme c'est souvent le cas, mais bien par le vêtement. Et cette approche par le vêtement a surtout commencé à se matérialiser chez Disney en 2000, avec l'arrivée d'un certain Andrew Mooney, alors directeur marketing chez Nike. Il sera à l'origine d'une licence assez connue chez Disney, puisque la plus importante aujourd'hui chez eux, la licence combinée Disney Princess. Mais il sera aussi l'architecte de la stratégie de licensing actuelle. Chercher activement des partenariats originaux et privilégier le textile pour, je cite, transformer Disney et ses licences en marque lifestyle. Et quelques années plus tard, cette stratégie, ça donnera Primark, qui, en quête de développement commercial, à la fin des années 2010, se tournera en force vers le licensing, comme l'avait fait Lego quelques années auparavant. Ainsi, quand Primark décide d'inonder depuis 2022 ses rayons avec des produits Stitch et, du coup, Angel, c'est un choix de Primark, pas de Disney. C'est Primark qui s'est occupé de l'étude marketing qui a justifié le choix de ce personnage. Primark qui a pris en charge la production des produits. Et Primark qui les market à fond pour augmenter ses ventes de vêtements, chaussettes et accessoires. Disney, ils ont pas grand chose à voir là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça, de cette vidéo, qui m'aura permis de vous donner, je l'espère, une image différente de l'entreprise Walt Disney Company? Eh bien, un peu ce que vous voulez en fait, parce que je décide pas pour vous. Maintenant, de mon côté, s'il y a bien un point que je voulais faire passer avec cette vidéo, c'est ça. Toutes les analyses d'une entreprise se rapprochent de la vérité, mais en sont aussi extrêmement loin. Et dans le cas du marketing, c'est selon moi encore plus important. Car si depuis quelques années, on aime présenter les succès d'un produit au travers d'une idée brillante pour faire le buzz ou d'un narratif entrepreneurial d'un génie créatif, il faut garder en tête qu'une entreprise, c'est un système. Et que, encore une fois, selon moi, on ne peut pas répondre à une question aussi simple que celle au sujet de Stitch sans tenter de s'intéresser un minimum au système qui l'entoure.
Ça permet aussi de mieux comprendre certains choix pris par l'entreprise. Et ce que j'adore dans ce genre d'analyse, et que je vous invite à faire après cette vidéo, c'est qu'on peut même trouver des connexions sans rapport apparent évident. Prenons par exemple les films live action chez Disney. S'ils peuvent être considérés comme un acte un peu feignant, de surfer sur les succès de leurs précédents films, pour amasser quelques millions de dollars supplémentaires, ils peuvent être aussi vus comme un effort publicitaire de la part de Disney envers leurs partenaires qui commercialisent des produits issus des licences du film d'origine. Parce que, c'est quand même assez marrant de voir que tous les films en live action sont des reprises de films Disney ayant bien marché en produits dérivés, avec prochainement, vous l'aurez compris, le live action de Lilo et Stitch, et donc pas celui, globalement, de Chicken Little, mais aussi, c'est assez drôle de voir que les live action, même si ils proposent leurs produits dérivés, ne sont qu'une excuse pour relancer des centaines de produits dérivés du film d'origine. Et dans le cas de Lilo et Stitch, je vous ai livré ma lecture systémique de Disney. J'aurais aussi pu vous parler du carton qu'a été la série japonaise Stitch en Asie au début des années 2010, ou de l'appropriation du personnage depuis quelques années par des communautés entières sur TikTok, ou même du deuxième film à travers les problèmes de santé mentale que traversent ces deux personnages et l'écho qu'il fait avec un nouveau public. Bref, on aurait pu continuer à tirer le fil pendant longtemps. Mais de mon côté, je voulais m'éloigner du produit de base. Parce que comme on l'a vu, Lilo, elle est passée un peu à la trappe dans ce succès. Et vraiment vous présenter, à travers le succès de Stitch en produits dérivés, une analyse systémique de l'entreprise Disney. Est-ce que j'ai raison ? Bien sûr que non. Mais ce n'est pas et ce ne sera jamais le but de ces analyses marketing. Parce qu'encore une fois, le succès de Lilo et Stitch en produits dérivés est autant le résultat de la stratégie de Primark au début des années 2020 que de la qualité intrinsèque du film et de ses personnages forts, mais aussi de la stratégie d'Andrew Moore au début des années 2000 avec le textile, tout comme l'impact de Michael Eisner et du rachat d'ABC quelques années auparavant, mais aussi le fait que cette chaîne ait accepté des années avant de financer le premier parc et donc la première pompe à fric des studios Disney, tout comme l'absence de Walt Disney pendant la production de Dumbo en 1941, qui, sans ça, n'aurait jamais inspiré Chris Sander pour son film des décennies plus tard. Mais on peut aussi parler de l'impact de Kay Kamen sur l'industrie du licensing, qui, sans lui, n'existerait pas, pour finir enfin sur la première carotte que s'est pris Walt Disney et son frère par Universal sur la propriété intellectuelle de Oswald, transformant la stratégie de l'entreprise pour les années à venir. Bref, si cette phrase est beaucoup trop longue, vous avez sûrement compris le principe. Et même si ça peut sembler inutile comme analyse d'aller aussi loin et de chercher des connexions qui semblent pas spécialement évidentes, moi personnellement c'est ma vision du marketing. Et pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'un bon film pour Disney ? Pour moi, un bon film pour Disney, c'est un film. Parce que chaque nouveau film leur permet d'étendre un catalogue de licences de plus en plus fourni, que ce soit une licence qu'ils produisent eux-mêmes ou une licence qu'ils rachètent, afin de continuer à les exploiter encore et encore et encore. Et qui sait, peut-être comme l'a montré Lilo et Stitch ou Winnie l'ourson des années avant lui, même si la licence c'est pas un succès immédiat au cinéma et au box-office, au bout d'un moment, vous en vendrez de la pluche. Il suffit juste d'essayer.